Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement, notamment le Centre d'études supérieures de Châteauroux, site de proximité de l'Université d'Orléans, ainsi que le tribunal de Châteauroux, qui nous accueille aujourd'hui, avec qui nous sommes en partenariat notamment pour les assises du Berry. Nous remercions évidemment les professionnels du droit qui constituent le jury, aussi bien du premier et du second tour. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Sans oublier le barreau de Châteauroux Métropole, toujours présent pour nos événements. Mais également un grand merci à vous, participants, qui avez accepté de relever ce défi et de vous mettre à l'épreuve. Vous êtes les véritables moteurs de cet événement et nous sommes impatients de découvrir vos discours et vos visions. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle prestation, que vous soyez ici pour concourir ou simplement pour vivre l'expérience. Je tenais à vous rappeler également que les 2 finalistes partiront en finale à Orléans. Alors sans tarder, lançons officiellement ce concours d'éloquence et que le meilleur gagne. Merci. Merci d'accueillir les candidats pour le sujet de l'euthanasie de votre élève de légaliser. Chère jury, chère audience, chère contradictrice, aujourd'hui j'ouvre le bal, on dit que le premier pas est souvent le plus difficile. Mais après tout, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Enfin ça, c'est ce que dit le dicton populaire. Pensez-vous que la torture vous rendrait plus fort? Prenons le cas de Zoé, 18 ans. Torturée, oui, torturée par la vie. Atteinte d'un cancer des os en phase terminale, diagnostiquée pendant son adolescence, elle a livré bataille, chimio après chimio, supportant effet secondaire après effet secondaire. Malgré l'aide du corps médical, la maladie a gagné. Son pronostic vital engagé, chaque jour de plus pour elle, n'apportait que son lot de souffrances quotidiennes. Des souffrances que les médecins ne pouvaient soulager. Ses proches pensaient que toutes ses forces l'avaient quittée, mais au fond d'elle, au fond de son cœur, elle a su trouver la force mentale de faire un dernier pas, bien plus difficile que ses premiers pas. Elle a demandé à sa mère, oui, sa propre mère, de l'aider à mourir dignement. Pour cela, forcée de s'exiler au-delà de nos frontières. L'histoire de Zoé n'est malheureusement pas un cas isolé. Des cas comme le sien, en France, il y en a des milliers. J'ai l'honneur de me tenir debout, devant vous, pour défendre la légalisation de l'euthanasie. Comme se sont tenus debout des millions de Françaises et de Français qui ont combattu pour voir notre société évoluer, grâce à qui on a aboli la peine de mort, légalisée, l'interruption volontaire de grossesse. La légalisation de l'euthanasie fait partie de ces grands combats qu'il faut mener, car à chaque fois qu'il s'agit du droit des uns à vivre, des autres à disposer de leur corps, ou aujourd'hui de leur droit à mourir dignement, les esprits s'échauffent, s'en mêlent, et au final, pourquoi les idées se démêlent, s'y s'enfilent, le premier de la toile qu'il faudra tisser pour arriver à légaliser l'euthanasie. Mais entendons-nous bien, il ne s'agit pas de légaliser le suicide, non, mais de légaliser dans un cadre strict et limité par la loi l'euthanasie. Une aide médicale, aussi appelée suicide assisté, pour des patients au pronostic vital engagé, atteints de maladies incurables, au discernement plein et entier, qui subissent des souffrances que les médecins ne peuvent soulager. 3 mots, liberté, égalité, fraternité. Oui, 3 mots à garder ancrés dans nos esprits pour avancer. La liberté d'avoir le choix. Offrons-nous cette possibilité. Mettons fin à l'hypocrisie qui sévit, où les patients sont obligés de recourir à des alternatives, parfois tragiques, pour mourir dignement. Mettons en place la légalisation de l'euthanasie, comme nos voisins belges, suisses, allemands, espagnols. À la différence près qu'ici, en France, elle sera encadrée et limitée par la loi, qui posera des garde-fous et nous protégera de toutes dérives. L'égalité pour tout un chacun d'avoir accès aux mêmes opportunités face à la fin de vie, aux conséquences de la maladie, de pouvoir partir dans leur pays, près de leur famille. Et enfin, ayons assez de fraternité pour avoir dans le cœur assez d'amour, pour comprendre la douleur de l'autre, passer au-dessus de la nôtre. Car en légalisant l'euthanasie, il ne s'agit pas de la banaliser, mais de laisser le choix. Car au-delà d'un droit politique, il s'agit d'un droit universel. À toutes ceux et celles qui sont contre, je vous comprends, l'euthanasie sous la mobile verte ne parle pas à la légère de la vie, encore moins de la mort ou de la maladie. On aimerait toutes et tous que la vie ne résonne qu'à travers les rires, les sourires, les succès, mais il y a des questions qui se posent, même si on aimerait les éviter. Mettez-vous à la place des patients comme Zoé,
qui en sont arrivés là, qui en arrivent à vouloir mettre fin à leur souffrance après des années de lutte acharnée pour la sauver. Tellement leur vie les fait souffrir, ne leur offre plus l'occasion de sourire. À tous ceux et ceux qui jugent que l'euthanasie devrait rester illégale, du haut de leur piédestal, en bonne santé, mais confrontez-vous à la réalité. Offrez aux patients comme Zoé la possibilité de faire ce choix, comme si c'était votre père, votre frère, votre mère, un membre de votre famille. Un choix auquel 80% des Français, d'après un récent sondage, sont favorables. Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'euphémisme. J'aurais pu dire pour les aider à s'en aller, rejoindre un monde meilleur, partir. Mais non, le sujet est un trop grave pour cela, pour jouer sur les mots, pour sortir le plus beau numéro. Quand on vient au monde, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'un jour ce monde, on va le quitter, mourir. Comme les fleurs, toutes les belles choses finissent par faner. En défendant l'euthanasie, je défends la dignité humaine auquel tout un chacun a le droit en France. Je ne défends pas le triomphe de la mort, mais le triomphe de la vie. En offrant aux patients malades le droit, l'opportunité d'être maîtres de leur destin jusqu'à la fin. De mourir dignement, de laisser derrière eux les souvenirs heureux du passé que la maladie n'aura pas rongé. Brisons les œillères de l'indifférence qui nous font rejeter la différence. Je finirai sur ces mots dans Réponse pour vivre, parce que le respect de la vie humaine, c'est d'abord respecter la liberté de l'autre à en disposer. Chers membres du jury, cher auditoire, bonjour. Permettez-moi en ce jour de débuter ma plaidoirie en vous posant une question. Sommes-nous les gardiens de la vie ou en sommes-nous les juges? Cette interrogation peut sembler abstraite, je vous l'accorde, mais elle illustre parfaitement le débat qui nous réunit aujourd'hui, la légalisation de l'euthanasie. Certains diront une avancée, une marque de compassion. Mais permettez-moi de vous inviter à réfléchir. Que risquons-nous de perdre en légalisant ce que l'on nomme à tort une mort douce? Imaginez un instant que la vie, qui est semblable à une flamme, ne dépende plus que d'une décision administrative, d'une case à cocher, qu'un moment de désespoir suffise à souffler dessus. Sommes-nous prêts à réduire la vie humaine à une simple option que l'on peut annuler? Qui peut prétendre comprendre l'immensité de la vie et décider de sa fin? Qui d'entre nous oserait poser sa main sur l'étoffe du destin et la déchirer volontairement? Il ne s'agit pas là simplement d'une simple affaire de droit ou de choix personnel. Cette question dépasse le cadre légal ou médical. Elle touche au cœur même de notre humanité. Voulons-nous d'une société où la vie est-elle sacrée ou conditionnelle? La médecine, comme vous le savez tous, impose un principe fondamental, sauver et protéger la vie. Légaliser l'euthanasie bouleverse cet équilibre, cette mission essentielle, et risque de transformer le soignant en juge de la vie ou de la mort. Le médecin, cette lumière dans l'obscurité, deviendrait-il alors celui qui éteint la lumière qu'il s'efforce de maintenir? Ce dilemme menace de fragiliser le serment même d'Hippocrate qui incite sur le respect inconditionnel de la vie. La souffrance est un cri qui nous pousse à réagir vite. Mais peut-on prendre une décision irréversible sous l'emprise du désespoir? Légaliser l'euthanasie, c'est affirmer qu'une vie peut perdre sa valeur. Or, elle n'est pas mesurable. Ce n'est pas parce qu'elle est marquée par la souffrance qu'elle en devient indigne. La douleur crée une vision en tunnel, où seule la mort semble être la sortie. Mais cette vision se transforme souvent avec le temps et l'amour des autres. C'est ce qui est évoqué par de nombreux patients en rémission de maladies graves, qui un temps souhaitaient mourir, mais qui aujourd'hui remercient ceux qui les ont soutenus. Ce serait leur enlever cette possibilité de rédemption. Une société qui légalise l'euthanasie est comme un jardinier qui coupe les fleurs fanées sans se demander si elles peuvent encore nourrir le sol ou donner naissance à de nouvelles pousses. Ce serait envoyer un message silencieux, fondé sur des critères humains ou limités. Certaines vies valent moins que d'autres. Certains passages de notre histoire que je ne vous rappelle pas consacraient des idéologies en principe passées ayant par le passé justifié l'élimination de certaines vies jugées comme indignes. Bien sûr, ce n'est pas la même chose, mais la pente glissante existe. Qui décidera des critères à appliquer? Sommes-nous en train de faire un bond en arrière en matière de respect inconditionnel de la vie humaine et graver un chapitre sombre de l'histoire que nous cherchons tant à oublier? Pourquoi faudrait-il la légaliser, si
Si je vous posais cette question, certains d'entre vous, tout comme ma chère consoeur ici présente, me parleraient de liberté, d'une décision. Moi, je vous dirais que le droit de choisir est un pilier précieux, mais qui n'est jamais absolu, car jamais sans enjeu. Nous ne pouvons pas accepter qu'une liberté individuelle mette en péril des valeurs collectives si essentielles. La liberté de choisir doit être soutenue, éclairée, car souvent, ce choix naît de l'ombre et de l'obscurité. Une personne, isolée de la douleur qui l'avance, n'est point libre, mais prisonnière de ses circonstances. Ce serait transformer la vie en une balance où le poids de la souffrance peut justifier qu'on en coupe le fil. Mais qui peut garantir qu'aucune erreur ne surviendra? Car l'histoire montre que toute légalisation a ses dérives. Ce qui commence comme une exception devient un droit puis une pratique banalisée. Dans certains pays où l'euthanasie est légale, certains cas ont choqué l'opinion publique. Une femme de 39 ans en Belgique, souffrant de dépression chronique et non de maladies incurables, comme le prévoit la loi, a été euthanasiée malgré des solutions thérapeutiques encore envisageables. Ceci suscite une question. Avons-nous fait tout ce que nous pouvions pour aider ces individus avant de leur offrir la mort comme solution? Ainsi, le cadre, aussi strict soit-il, est voué à s'élargir sous la pression sociale. Les plus vulnérables risqueraient de ressentir une pression implicite. Une voix intérieure leur murmurait « Pourquoi rester un fardeau pour les autres ?» Cela pourrait transformer l'euthanasie en une fuite imposée et non en un choix véritable. Ce qui était une porte de secours devient un piège. Le droit à mourir devient l'obligation de disparaître. Si je vous demandais à nouveau pourquoi la légaliser, d'autres d'entre vous me diront que c'est une question de dignité. Moi, je vous répondrai que la dignité n'est pas liée à la capacité, ni à l'absence de douleur ou à la force du corps fatigué. Elle réside dans la reconnaissance de la valeur profonde de chaque être humain, unique au sein du monde. En accompagnant ceux qui souffrent, nous honorons leur essence. Nous affirmons que la dignité transcende la souffrance. La véritable compassion n'est pas d'éteindre une vie, mais de rester fidèle aux côtés de celui qui souffrit. Accompagner, c'est dire « Tu n'es pas seul ici-bas, ta vie a un sens et je marcherai avec toi ». La souffrance est une réalité apprivoisée, pas à fuir. La mort est un chemin accompagné, pas à précipiter. La douleur est comme un orage, violente mais passagère. Derrière elle subsiste toujours une lumière. La mort peut être douce si nous prenons le temps d'en contempler les couleurs et d'en donner un sens. Légaliser, ce serait oublier qu'il existe des solutions telles que les soins palliatifs qui soulagent la souffrance tout en respectant la vie. Combien de familles ont vécu des instants profondément significatifs aux côtés d'un proche en fin de vie, grâce à cet accompagnement affectif. Ce n'est pas la vie qu'il faut interrompre, c'est la souffrance qu'il faut apaiser. Plutôt que d'investir dans des lois pour interdire la mort, concentrons-nous sur l'essentiel, sur les soins palliatifs, sur les thérapies innovantes et le soutien psychologique. Ainsi, cher auditoire, je vous invite par ces mots à une ultime réflexion. La vie humaine est-elle une étoile solitaire dans l'univers ou s'inscrit-elle dans une constellation qui nous unit les uns aux autres? Car légaliser l'euthanasie, c'est accepter que certaines étoiles s'éteignent volontairement, sans chercher à raviver leur lumière. Mais notre devoir en tant qu'être humain est de veiller les uns sur les autres, même dans l'obscurité. La fin de la vie n'est pas une ligne que l'on trace sur un formulaire. Nous lui devons tendresse et respect. Peut-on vraiment réduire la vie à un choix binaire entre souffrir ou mourir? Nous devons rejeter la légalisation de l'euthanasie, non pas par rigidité ou insensibilité, non pas pour nier la souffrance, par cruauté ou indifférence, mais pour respect pour la vie, dans toute sa complexité. La vie est un fleuve, parfois son cours est tumultueux, parfois paisible. Mais notre rôle n'est pas d'en détourner le but, c'est d'accompagner ce fleuve jusqu'à ce qu'il rejoigne l'océan, avec tout le respect et l'amour qu'il mérite. Sommes-nous prêts à transformer le dernier souffle en une formalité? Il s'agit là de croire en quelque chose de plus grand, en une société qui valorise chaque vie, même la plus fragile. Car je peux vous assurer, cher auditoire, que la grandeur d'une société se mesure à la façon dont elle traite ses membres les plus vulnérables. Alors je vous demande, quel héritage voulons-nous laisser aux générations futures? Celui d'une société qui défend la vie ou qui capitule face aux blessures?
Mesdames et messieurs, permettez-moi, si vous voulez bien, de revenir sur les principes mêmes de la liberté d'expression. Voltaire affirmait « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. » Cette phrase illustre la grandeur de la liberté d'expression. Elle permet des débats, des échanges d'idées et de faire évoluer nos sociétés. Mais dans un monde où cette liberté est parfois utilisée afin d'inciter à la haine, de diffuser des fausses informations ou encore de porter à l'atteinte à la dignité d'autrui, devons-nous tout accepter au nom de ce principe. La liberté d'expression est précieuse. Elle nous permet de dénoncer les injustices, de défendre nos idées. Mais si nous la laissons devenir un outil de destruction, ne trahissons pas alors son essence même. La vraie liberté d'expression, à mon sens, ce n'est pas celle qui écrase les autres, c'est celle qui permet à chacun de s'exprimer sans peur. Et pour ce faire, elle nécessite des limites. Mais la solution ne réside pas seulement dans la loi, elle réside aussi en nous, nous citoyens responsables. Nous devons apprendre à pratiquer l'autolimitation. Cela implique de réfléchir avant de s'exprimer, de mesurer l'impact de nos mots et de comprendre que notre liberté s'arrête là où celle des autres commence. Si nous voulons protéger la liberté d'expression, nous devons la protéger avant tout d'elle-même. Fixer des limites, ce n'est pas la censurer, mais empêcher qu'un outil de démocratie ne devienne une arme contre l'humanité. De nos jours, avec les réseaux sociaux, la liberté d'expression est de plus en plus poussée à l'extrême. L'anonymat et le peu de contrôle qui y règne dévoilent toute la négativité d'une liberté sans limite. Bien sûr, grâce à cette dernière, nous pouvons exprimer notre opinion, mais est-ce toujours bénéfique lorsque l'impact de nos mots qui en découlent détruit plus qu'il n'enseigne? Lorsque des discours haineux se servent de la liberté d'expression pour propager leur malveillance, ne donnons pas alors en péril ce qui fait le fondement de nos sociétés? Alors finalement, limiter ce droit, ce n'est pas tant restreindre notre liberté, mais permettre à chacun de s'exprimer sans crainte d'être écrasé par la violence verbale des autres. L'histoire nous a déjà prévenus, écoutons-la. Les mots tuent. N'oublions pas que quand quelqu'un répand des discours haineux, ce sont des vies brisées, des minorités attaquées, des enfants qui grandiront en pensant qu'ils ne valent rien. La liberté d'expression, c'est un droit, oui, mais avant tout, c'est une responsabilité. Et sans limite, elle n'est plus qu'une excuse pour laisser passer le pire. Alors oui, des limites sont nécessaires, pas pour nous enfermer, non, mais pour nous protéger les uns des autres. Car ce que nous voulons réellement, ce n'est pas juste parler, c'est être entendu. La vérité, c'est qu'une liberté sans limite devient une tyrannie des plus forts sur les plus faibles, une tyrannie des plus bruyants sur ceux que l'on réduit au silence. L'histoire nous a déjà montré ce qui arrive lorsque l'on laisse les mots dériver sans limite. On l'a vu avec des discours haineux qui aujourd'hui encore justifient des massacres, des guerres, des violences. L'histoire nous a déjà montré ce qui arrive lorsque l'on laisse la désinformation semer la peur, manipuler, détourner des réalités à des fins politiques ou encore économiques. Les mots ont un pouvoir immense, servons-nous pour construire et non pour détruire. Et pour cela, apprenons à limiter cette liberté que nous possédons afin de préserver la vie en société. Merci. La liberté d'expression, une fois de plus passée au crible, regarde bien autour de toi, depuis quand te sens-tu libre? Ces mots-là, ils sont issus d'une chanson que j'admire beaucoup, Les gens simples de Phonique, un rappeur qu'on pourrait mettre dans la catégorie des rappeurs conscients. Et le rap conscient retranscrit les vrais sujets de la vie qui nous entoure. Et il est évident que le sujet de la liberté d'expression y serait traité. Nos ancêtres se sont battus pour nous garantir une liberté d'expression qui nous permet de vivre, de nous exprimer, d'exprimer nos pensées librement. Et j'entends aujourd'hui dans cette salle qu'on devrait limiter notre liberté d'expression, cette liberté d'expression même pour laquelle nos ancêtres se sont battus corps et âme, pour laquelle nous nous battons encore corps et âme tous les jours. Je ne crois pas. Et il y a plusieurs raisons qui me poussent à ne pas y croire. Tout d'abord, limiter la liberté d'expression. Peut-être, mais qui la limite? En théorie, cela serait le rôle de l'État qui est censé être le garant du bien-être de sa population. Donc résumons, nous donnons la possibilité à l'État de, s'il le juge nécessaire, mettre sous silence certaines idées. Et, ma foi, si l'État considère que les opposants politiques sont néfastes à la population, on les mettra sous silence.
La limitation de la liberté d'expression, c'est le pilier de toutes les dictatures ayant existé et existant encore aujourd'hui, et ce, à travers le monde. La liberté d'expression doit être protégée et doit être libre, c'est le pilier du débat démocratique. En effet, sans liberté d'expression, l'État aura tout à fait raison presque de profiter de ce pouvoir pour mettre ses opposants sous silence, pour prôner ses soutiens et opprimer ses opposants. Alors, nous sommes tous attachés à la démocratie, mais avec une liberté d'expression limitée, la démocratie ne peut exister. Alors faisons preuve aujourd'hui d'un peu d'optimisme, je dirais même d'un peu d'utopie, et essayons de se dire qu'un État, même avec ce pouvoir, ne l'utiliserait pas pour brider les opinions politiques de sa population. Très bien. Où est-ce qu'on met la limite de ce qui est acceptable ou non? Regardez-nous tous ensemble, on a tous des vécus, des sensations, des sentiments différents. Comment peut-on se mettre d'accord, s'unir autour de certains thèmes abordés? Nous ne sommes déjà pas capables de nous entendre sur des questions d'une simplicité enfantine, alors sur des choses aussi lourdes que l'interdiction d'aborder certains propos, de tenir certains propos, c'est vraiment impossible. Alors certes, je sais ce que vous allez me dire, Yanis, il y a quand même certains propos qui ne méritent pas, qui ne doivent pas être dits, qui ne sont pas corrects. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Cependant, vouloir masquer, vouloir éteindre ces propos, c'est leur donner de la légitimité. Imaginons une théorie complotiste, comme on en a des centaines et des centaines avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Que demain, pour protéger la population de ce genre de théorie, on décide tout simplement de les mettre sous silence. Mais c'est donner une légitimité aux défenseurs de ces théories de se dire « Regardez, nous voulons vous apporter la vérité, mais le pouvoir en place veut vous cacher cette vérité. Il ne veut pas que vous sachiez tout ce que l'on sait nous. » Et au final, a posteriori, cela va donner encore plus de crédibilité à des mouvements qu'à la base, avec cette censure, on voulait décrédibiliser. Au final, la censure n'est qu'une rustine qui ne tiendra pas avec le temps. Mais bon, c'est tendance humaine de préférer une solution temporaire que d'agir pleinement. Comme dirait Yuskawa, on préfère ce qui nous dépanne que le travail qui nous répare. La vraie solution, elle passe par l'éducation et par la sensibilisation. Éduquons les plus jeunes générations, même les générations anciennes, tout le monde a à apprendre. Éduquons-les au danger de justement cette liberté d'expression, mais sans la casser. Justement, la censurer, c'est permettre à ces idées néfastes, aux idées racistes, sexistes, et j'en passe, et des meilleurs, ça leur permet d'exister au final. La censure va leur donner de la légitimité. Alors que si on éduque notre population, si on les sensibilise au danger de ces propos, ils vont pouvoir comprendre, contester ces propos de manière théorique, de manière pratique, et ça va être là notre véritable salut. Il vient de là. Il vient de l'éducation, de la sensibilisation. Et ce rôle-là de sensibiliser, on l'a tous. Nous, tous ensemble, cher jury, cher public, nous avons tous une responsabilité pour garantir une liberté d'expression pleine, une liberté d'expression totale. C'est à nous d'en prendre la responsabilité, c'est à nous, d'un moment donné, faire ce qu'on a à faire, éduquer les plus jeunes générations pour que celles-ci puissent également, comme nous, profiter de cette liberté d'expression libre. Je pense que d'entre nous, personne n'aimerait être brimé, être empêché de s'exprimer librement. Alors, prenons notre courage à deux mains, éduquons, sensibilisons et refutons les idées néfastes par l'intelligence et non pas par une simple censure qui ne serait finalement pas bonne. Et donc, cher jury, cher public, pour pousser un peu cette réflexion, pour vous faire un peu réfléchir, j'aimerais finir ce discours par des paroles d'un autre artiste que j'aime beaucoup, décidément, vous pourrez écouter après. Davodka, accusé de réflexion, chapitre 3, qui nous parle d'un monde avec une liberté de penser, une liberté de s'exprimer totalement censurée. Nos pensées sont jugées, on est tous accusés de réflexion, mais se rassurer d'être rassuré, c'est se rassurer d'être des pieux. Bonne réflexion. Merci beaucoup et merci d'accueillir les candidats sur le sujet posé dans le cours obligatoire de droit de vote. Inscrite dans la Constitution de la 5e République française depuis 1958, voter est un droit communiste.
Nous avons le droit de voter au même titre que nous avons le droit d'aimer ou de haïr, d'enfanter ou d'avorter, de penser ou de rester niais. Au même titre, la loi française nous confère aussi le droit de ne pas faire. Nous avons le droit de ne pas nous engager, même auprès d'une personne que l'on aurait un tant soit peu aimée, le droit de ne pas nous prononcer, ni nos envies, ni nos idées, ni nos ambitions, ni nos craintes, pardon. Le droit de s'abstenir d'ouvrir les yeux, de s'abstenir de chercher à savoir où le vent nous mène, et de laisser le temps, le destin, le monde continuer à évoluer. Ce que je veux dire ici, c'est que si je décide de suspendre cette plaidoirie, car j'en ai le droit, personne n'en connaîtra jamais la suite. Voilà. Mais alors, si nous avons tous ces droits de faire ou de ne pas faire, ne pouvons pas essayer de parfaire notre société? Imaginez un monde où il y aurait plus de droits que d'obligations, plus d'admirance que de privation, plus, j'y arrive, d'abondance que d'humiliation. Non, je vais y arriver, je vous assure, je vais y arriver. Plus de droits que d'obligations, plus d'admirance que d'humiliation, plus d'abondance que de privation. Un monde où le droit de l'homme n'est pas une chance, mais une norme. Un monde où la parole n'est pas un privilège, mais l'essence même de nos sociétés. En toute somme, une utopie. Et il n'y a qu'à se pencher sur notre monde pour voir dans quelle dérision nous sommes tous amenés à cohabiter. Nous sommes en France, et ici, tout le monde a le droit de vote, même les femmes depuis 1944. Les femmes françaises, celles qui ont dû aller chercher ce droit au bras même de ceux qui le gardaient jalousement. Ces suffragettes, ces battantes, ces écrivaines, ces pionnières, ayant lutté corps et âme au péril de leur vie, pour qu'aujourd'hui, le vote n'est plus ni sexe, ni classe sociale, quitte à en revenir le corps battu, et y laisser des bouts de leurs âmes. Et elles ont réussi. Malheureusement, cela n'a pas toujours été le cas, et aujourd'hui encore, ce n'est pas le cas partout. En disant cela, je pense à ces femmes, battues, meurtries, traînées, traitées comme des objets, saccagées, tant sur leur corps qu'au fin fond de ses dignités. Ces femmes de Somalie, d'Utopie, du Yémen, à qui l'on impose et à qui l'on interdit. Impose d'obéir, d'obéir, de subir, de souffrir le martyre. Interdit de dire, de fuir, de penser, de réfléchir, quitte à en mourir. Mais nous sommes en France. Et ici, tout le monde a droit de vote. Enfin, sauf les mineurs, sans doute trop jeunes pour émettre une opinion. En plus, ils ne sont qu'une minorité, seulement 20% de la population. Alors passant, eux, si jeunes, si purs, si innocents. Pourtant, il y en a à qui la vie n'autorise jamais du sourire. En disant cela, je pense à ces petites âmes du Congo, du Yémen, de la Palestine. Ces petits êtres côtoyant plus souvent les viols que les chemins de l'école. À chaque instant, les larmes et les drames qu'on leur inflige sans état d'âme. Ces petits cœurs n'ayant pour seul souhait qu'un jour, tout s'arrête. Mais passons, hein, nous sommes en France, et ici, tout le monde a droit de vote. Enfin, sauf les personnes n'ayant pas la nationalité, sans doute trop différentes pour émettre une opinion. En plus, ils ne sont qu'une minorité, seulement 11% de la population. Mais qui sont ces visages? Avez-vous déjà pris le temps de leur demander leur histoire? Imaginez la guerre, la misère, la souffrance, la tristesse s'abattant sur ces gens que chaque jour le monde oppresse, les poussant à s'exiler et à chercher refuge ailleurs, délaissant mère, père, frères et sœurs. Mais passons, hein, nous sommes en France et ici, tout le monde a droit de vote. Enfin, sauf les personnes protégées, comme sous tutelle du curateur, sans doute trop irresponsables pour émettre une opinion. En plus, ils ne sont qu'une minorité, seulement 1,5% de la population. Hein, nos aînés, pourquoi leur laisser le choix de choisir? Non, attendez, c'est rien de dire ça. Pourquoi leur laisser le choix de décider de leur sort? Ils finiront bien par nous quitter. Alors passons, continuons d'outrepasser ces gens en fermant les yeux sur leur passage. Passons, oublions, ignorons. Nous sommes en France. Et ici, c'est à 22,5 millions de personnes à qui l'on demande, chaque fois que l'opportunité se présente, de se taire. Ici même, là où les droits de l'homme, de la femme, de l'enfant, du protégé et de l'exilé... Non, pas de l'exilé. Les droits de l'homme, de la femme, de l'enfant et du protégé sont respectés, seulement 66,4% de la population jouit d'un droit de vote, à peine plus de la moitié. En résumé, la France est le pays des droits de l'homme. Waouh, je vous assure, je vais y arriver. La France est le pays des droits de l'homme. Français majeurs et vaccinés.
ayant une carte électorale. À présent, je m'adresse à vous. Vous qui avez ce droit, cette légitimité, ce pouvoir d'impacter l'avenir en élisant ceux qui l'instrumentaliseront. Juste un vote à déposer, une voix de plus dans les urnes scellées. Une chance de participer, décider, s'impliquer, s'exprimer, s'activer, vous vous abstenez. Dois-je user de quelques vulgarités pour vous éclairer sur le silence coupable dans lequel vous vous enterrez? Par flemme d'aller voter? Car oui, ça aussi c'est ma France. Les mesures, tu critiqueras. À chaque fois, tu jugeras. Te plaindre, tu feras. Et peu importe le résultat, le gouvernement, tu accuseras. Et ton président, tu gifleras. Messieurs, dames, au second tour des dernières élections législatives, le taux d'abstention battu des records, en montant à 53% des votants. Ainsi, seul un quart de la population française se déplaça aux urnes. Où étiez-vous? Qu'aviez-vous de mieux à faire que de participer à la démocratie d'un pays? Mère, père, fils, amis, co-citoyens, vous qui êtes acteurs de la vie, qui éduquez et construisez l'avenir, lorsque vous ne votez pas, quel monde souhaitez-vous laisser léguer à vos descendants? Un monde par défaut? Par dépit? Un monde que d'autres auraient choisi? Pensez-vous que la solution sera toujours de laisser les autres nous guider et de laisser les choses aller sans grand sacrifice, comme une prophétie qui s'accomplirait avec ou sans votre pierre à l'édifice? Le monde parfait n'existe pas, mais nous pouvons parfaire celui que nous avons déjà. Voter, c'est une chance de choisir, d'émettre une opinion, d'influencer nos jeux politiques en élisant ses représentants. Et qui de mieux pour nous représenter des gens que nous aurons nous-mêmes désignés? C'est le jeu, participez ou vous vous effacerez. Car vous savez, nous vivons dans un monde où tout brille, mais rien n'est clair. Et c'est à force d'artifice que l'on s'y perd. Voter, c'est plus qu'un droit, c'est un devoir. Le devoir de choisir, pour soi et pour ceux qui ne le peuvent pas. D'élire en son nom et en celui de ses congénères. Alors, cessez donc d'abandonner toute forme de réflexion à l'IA. Et lorsque l'occasion se représentera, votez Lydia. Quel beau discours, émouvant, plein d'émotions que nous venons d'entendre. Je vous concède, chers collègues, que je partage une partie du constat. Il y a trop d'abstention. Mais reste que les solutions que vous proposez sont peut-être pas les meilleures pour l'État. 51,83%, un peu plus d'un électeur sur deux, s'est déplacé pour voter lors des élections européennes. Vous trouvez cela peu? Alors, inquiétez-vous. Ce pourcentage de participation est pourtant en hausse par rapport aux dernières élections européennes qui, aux alentours de l'année 2010, avaient réuni près de 40% des taux de participation. Permettez-moi, chers membres du jury, cher public, mesdames et messieurs, de dresser devant vous un constat grave. Oui, notre démocratie est malade. À l'exception de l'année 2024, chaque nouveau scrutin démontre une nouvelle baisse de la participation, y compris dans le scrutin le plus emblématique de la Ve République, le scrutin présidentiel. Les citoyens font de moins en moins usage de leur droit de vote. De cette liberté qui leur a été donnée après de nombreuses luttes. Il est donc de notre devoir d'essayer de trouver des solutions. Permettez-moi, ici devant vous, de vous faire part de ma surprise, de mon incompréhension et même de ma stupéfaction. J'entends donc dire qu'il faudrait rendre obligatoire le droit de vote pour éviter une abstention trop forte. C'est selon moi une erreur. Une erreur car c'est une solution dangereuse, une erreur car c'est une solution illusoire, une erreur car la solution est tout autre. Une erreur dangereuse. Cette expression obligatoire dans les urnes des citoyens pourrait nuire à une faculté d'expression politique. En effet, Anne Mussel, sociologue et politologue, le relève elle-même dans ses recherches. Il existe une part d'abstention qui permet de faire passer des messages politiques. En effet, cette abstention est alors
révélateur du mécontentement de la population face à certaines décisions qui sont prises, d'un rejet des hommes et des femmes politiques, ou bien même encore d'une incompréhension quant au fonctionnement ou à l'utilité des institutions. Par ailleurs, une fois le droit de vote obligatoire, les gens pourraient alors se reporter sur le vote blanc et nul. Mais aurions-nous des hommes et des femmes politiques mieux élus? Je ne le crois pas. Seront-ils plus légitimes si ces votes blancs et nuls dépassent les suffrages exprimés en leur faveur? Plus fondamentalement, en rendant le droit de vote obligatoire, on priverait les citoyens d'exercer une liberté. Sincèrement, je ne crois pas qu'il soit bon de priver les citoyens d'exercer une liberté dans un contexte où de nombreux discours développent des thèses d'un État trop oppresseur. Elon Musk et le discours libertarien n'ont donc-ils pas assez d'arguments? Erreur, car c'est une solution illusoire. Si le vote devient une obligation, devient un devoir, il faut une sanction, un moyen de pression. Une amende est envisageable, certes, un retrait d'un droit comme des aides sociales l'est tout autant, ou bien même le retrait des listes d'électeurs. Mais si un électeur s'abstient par méconnaissance, doit-on le condamner pour son ignorance? C'est moralement une erreur. C'est aussi économiquement une erreur, mesdames et messieurs. Ces amendes risquent de coûter plus cher à l'État à recouvrir qu'elles ne rapporteront de recettes fiscales. Notre déficit et notre dette n'est-il pas assez important comme cela? Outre cela, un pays a rendu obligatoire le droit de vote. C'est la Belgique. Le ministre de la Justice belge l'a reconnu en 2010 devant la Chambre des représentants. Dans la plupart des cas, les sanctions ne sont pas appliquées pour les contrevenants, ceux qui ne votent pas. Créer une obligation, donc, et ne pas avoir les moyens de la faire respecter. Quel message désastreux! Enfin, erreur car la solution est autre. J'en suis profondément convaincu. Le droit de vote est et doit rester une liberté personnelle, un choix individuel de l'individu de voter ou de ne pas voter. Ce vote, cet acte solennel, cette sollicitation de la légitimité populaire ne peut être issu d'une contrainte. Il doit être sincère. Pour ce faire, il doit être issu d'une réflexion, d'une pensée, d'une volonté bien précise des électeurs pour l'avenir. Jacques Chirac le concédait lui-même lorsqu'il disait « Le droit de vote, c'est une décision à l'égard de son pays, à l'égard de ses enfants. » La solution, donc, à l'abstention, c'est donc l'éducation à la citoyenneté par l'école, l'éducation par les médias, l'éducation par le personnel politique lui-même. La solution, c'est donc la connaissance et la raison. Mais cette solution peut aussi passer par des réformes politiques, modifiant par exemple le mode de scrutin, permettant une meilleure représentativité des courants politiques. Ou alors, cela peut être par l'interdiction du cumul du mandat dans l'objectif de renouveler la classe politique. Chers membres du jury, chers publics, mesdames et messieurs, vous l'aurez donc compris, je m'oppose formellement à la proposition qui est de rendre le droit de vote obligatoire, non pas par dogmatisme, mais bien par pragmatisme et par souci d'efficacité. L'abstention, l'ignorance, le rejet ne peut se combattre par une loi, ni par une obligation, mais bien par l'instruction. Alors, il est temps, oui, temps. Renouons avec le culte de la raison, renouons avec le culte de la connaissance, renouons avec la philosophie des Lumières qui fonda en son temps la démocratie moderne. Maintenant, merci. Et accueillons sur le dernier sujet les 3 participants, dont 2 défendront la thèse, le sujet qui est le droit à la navigation Internet doit-il être supprimé.
sachez que l'histoire qui va suivre, je n'en suis pas très fière. J'étais petite, et croyez-moi, elle m'a servi de leçon. Movistar Planet. Pour beaucoup, cette application vous semble familière. Les premiers jeux en ligne, les premières rencontres sur Internet, mais surtout, les premières amitiés avec de parfaits inconnus. Moi, cette application, je l'adorais. Je passais mes soirées, mes week-ends, j'avais plein d'amis, je jouais à plein de jeux, ma maison était magnifique. Je parlais avec des gens qui sont super loin et j'étais contente de le faire. Un jour, dans la zone plage, une des rares personnes que je n'avais jamais vues. C'est un garçon. Son personnage avait les cheveux courts et ressemblait au joueur d'entrée du jeu. J'ai reçu le fameux « Salut !» et tout de suite je répondis « Ça va ?» On s'est ajouté en tant qu'amis. Son pseudo c'était le PG de MSP. Moi j'aimais bien. Et puis je lui ai demandé son nom, son vrai. Et là, il m'a dit qu'il ne voulait pas me le donner parce qu'après tout, j'étais peut-être quelqu'un de mauvais. Alors j'ai pas insisté. Et avec cette réflexion, je me suis dit, lui aussi, c'est sûrement qu'un enfant. Mais lui, il me demanda le mien. Les autres jeux, je ne lui ai pas donné. Pas tout de suite. Mais il insistait, alors j'ai cédé. C'est très vite devenu la personne avec qui je parlais le plus. On se parlait jusqu'à ce que ma ligne de temps s'active et on reprenait le lendemain. On parlait de tout et de rien, de nos maisons de de nos amis. Et très vite, il me demandait mon âge. Et comme il avait ma confiance, je lui ai donné. Puis comment était ma maison, que je lui décrivis. Et un jour, il me demandait une photo de moi. Sauf que sur Movistar Planet, on ne peut pas envoyer de photos. Alors il m'a dit d'installer Snapchat. Je l'ai fait, et j'ai tapé le pseudo qu'il m'avait donné dans la barre de recherche. Le BG de Snapchat. Fidèle à lui. On s'est ajoutés, et on se parlait avec des photos. Lui, je ne le voyais jamais, mais moi, il me demandait toujours de me montrer. Encore une fois, j'étais petite, et j'aimais bien. Donc, je lui envoyais des photos de moi, de mon visage, et parfois, à sa demande, un peu plus. Lui, il adorait ça. Il me disait que j'étais jolie. Et à ces moments-là, je pensais que c'était normal. Et même si au début, ça m'a fait bizarre, je me suis dit c'est moi que non, ça ne l'était pas. Et puis, je me sentais en confiance. Jusqu'au jour où les photos ne me suffisaient plus, et qu'il me demandait mon adresse. Mais à ce moment-là, je ne lui ai pas donné. Je lui ai plutôt donné le nom de mon centre aéré pour qu'il puisse venir me voir à la sortie. Comme à l'époque j'étais jeune et qu'il m'avait dit je m'occupe de tout, le côté logistique m'inquiétait pas plus que ça. Les questions évidentes comme comment il pourrait venir, c'est qu'un enfant. Est-ce que la maîtresse me laisserait partir avec lui? Où est-ce qu'on ira? M'importait peu. Je n'en avais alors qu'une en tête. À quoi ressemble-t-il? Et puis ce jour arriva. J'avais hâte. J'étais heureuse, amoureuse, et je ne voulais que le voir, lui parler. Je le vois, que l'on puisse rire, comme des enfants. Mais manque de chance, alors que ma mère m'avait dit de prendre le bus scolaire, direction le village de mon centre aéré. Arrivée là-bas, après avoir descendu les marches de mon car et avoir pu partir, personne ne m'attendait pour m'accompagner au centre. Je me retrouvais donc seule et me mettant en route vers cette fameuse école. Puis, arrivée à destination, une voiture était là. J'ai reçu le message. Je suis là. C'était lui. J'étais toute excitée. La peur d'être seule était partie et venait à la place l'attente, l'envie, la joie. Je tenais plus en place. La voiture s'arrêta. La porte s'ouvrit. Et ce jour-là, je n'en reviens pas. Et oui, peut-être vous l'aurez compris, mais cette histoire n'est pas la mienne, mais bien celle de milliers d'enfants chaque année. En réalité, elle est inspirée d'une affaire s'étant produite en 2017. Affaire où un jeune homme de 22 ans proposa à une petite fille de 9 ans des relations sexuelles sur l'application Movistar Planet. Proposition que la jeune fille, ne connaissant ni son ravisseur, ni la réelle signification de sa demande, faillit accepter si son père ne l'avait pas stoppé ce jour-là. Mon histoire est donc ici la possible histoire de ceux qui ont un jour cru en ce qu'ils n'avaient jamais vu,
accorder leur confiance à un inconnu. Parce qu'Internet protège l'identité de ceux qui savent en user, mais défavorise ceux qui sont trop jeunes pour en comprendre les dangers. Combien d'entre vous sur les réseaux sociaux ont un jour fait face à ce cas de figure? Pourquoi, à votre avis, les gendarmes sont aussi souvent dans les écoles pour en sensibiliser les élèves et leur avertir de ne jamais se dévoiler? Cette histoire n'est pas la mienne, et ce n'est pas pour autant que je ne l'ai jamais vécue. On a tous un jour pris peur en dévoilant nos secrets à quelqu'un qui, par le biais d'un pseudo, nous était inconnu. Et tel en sera mon premier et unique argument. Cette histoire, même inventée de toutes pièces, est une leçon qui, j'espère, vous aura convaincu. Le droit à l'anonymat sur Internet ne protège pas la vie. Il l'apprend. Merci. Public. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour défendre un droit fondamental, une arme pacifique face à la surveillance omniprésente, un rempart privé, le droit à l'anonymat sur Internet. Que serait notre existence si chaque pensée, chaque idée, chaque souffle devait être vu, observé, noté, enregistré, disséqué par des yeux invisibles mais incessants? Le droit à l'anonymat est un droit de l'âme, une frontière invisible mais précieuse qui nous permet de respirer dans un monde devenu, à force de transparence, un laboratoire d'expérimentation où chacun d'entre nous est une souris sous le microscope de la surveillance humaine. Le droit à l'anonymat n'est pas un luxe, mais une nécessité. En 2018, le rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à la vie privée, Joe Yanatachi, soulignait que le droit à l'anonymat est essentiel pour protéger la dignité humaine, la liberté d'expression dans une société démocratique. Un droit que certains voudraient voir érodé au nom de la sécurité. Mais qu'est-ce que la sécurité sans la liberté? Une illusion, un mirage dans lequel nous sombrerions tous. La question qui nous est posée aujourd'hui n'est pas simplement celle de l'anonymat, c'est celle de notre liberté. Car si l'anonymat disparaît, c'est un pan entier de nos libertés qui s'effondre. Demandez-vous, quel monde voulons-nous? Un monde où chaque geste, chaque parole, chaque clic sur un clavier est une marchandise. Un monde où nous devenons des produits à analyser, à cataloguer, à exploiter. Ou au contraire, voulons-nous d'un monde où nous restons des êtres humains libres, maîtres de nos données et de nos identités? Le droit à l'anonymat est une clé pour préserver cette liberté. Ce n'est pas une échappatoire pour les criminels, ni un refuge pour les malfaiteurs, mais bien un bouclier pour le citoyen ordinaire qui veut se protéger de l'invasion des grandes entreprises, des gouvernements, des institutions, de ces prédateurs numériques qui n'ont d'autres ambitions que de collecter, de stocker et de revendre la moindre parcelle de notre existence. Ce droit est notre dernier espace de résistance face à un monde où les algorithmes nous définissent avant même que nous ayons eu la chance de nous définir nous-mêmes. Aujourd'hui, plus que jamais, l'anonymat sur Internet devient une forme de rébellion contre la tyrannie numérique qui s'impose dans nos vies. Parce que sans lui, nous serons tous réduits à des cibles, à des spectateurs passifs d'une pièce où nous ne connaissons même pas le scénario. On entend souvent « si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre ». Ah, ces mots. Ces mots, voilà l'argument souvent invoqué par ceux qui veulent supprimer ce droit. Mais c'est là une illusion dangereuse, une fausse promesse de sécurité. Ne vous y trompez pas, le droit à l'anonymat n'est pas le refuge des coupables, c'est la forteresse des innocents. La question n'est pas de savoir si nous avons quelque chose à cacher, mais si nous avons le droit d'être seuls avec nous-mêmes, de nous replier sur nos pensées sans que le monde extérieur nous enferme dans une cage de verre. Imaginons un instant un monde sans anonymat, un monde où chaque opinion serait traquée, chaque critique de l'autorité serait analysée, chaque geste serait étiqueté. Les hommes et les femmes n'évolueraient plus dans un espace d'échange libre, mais dans un champ de bataille où les moindres paroles seraient les munitions d'un système qui n'ont de cesse de les étiqueter, de les diviser et de les exploiter. Ce monde n'est pas celui d'un homme libre, c'est celui d'un homme qui, sous prétexte de sécurité, se verrait enchaîné par la transparence forcée. Les grandes entreprises nous disent que l'anonymat sur Internet est une porte ouverte à la criminalité, une brèche dans la sécurité. Pourtant, c'est une autre réalité que nous devons envisager. L'anonymat est ce qui nous protège des faux semblants de la sécurité.
dit le proverbe, si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre. Mais si tu veux la liberté, défends ton anonymat. Car lorsque l'on parle de la suppression de ce droit, ce n'est pas seulement un problème de sécurité, c'est une question d'humanité. L'humanité d'un monde où demain nous serons tous des spectateurs dans le théâtre de la surveillance numérique, soumis à une observation constante, sans aucune échappatoire, ni rien de sacré à préserver. Non, mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas laisser cette porte ouverte. Nous ne pouvons pas accepter que ce droit fondamental, ce dernier bastion de liberté, soit supprimé au nom de la sécurité. Car derrière chaque attaque contre l'anonymat, il y a une menace bien plus grande, celle d'un monde sans vie privée, celle sans spontanéité et celle sans liberté de penser. La transparence à tout prix n'est pas la panacée, c'est le poison lent d'une société qui se perd, qui oublie que sans l'ombre, il n'y a pas la lumière. Le droit à l'anonymat sur Internet est une bouée de sauvetage dans un océan de surveillance. Il est notre dernier refuge, notre dernier souffle d'air frais, avant que le monde du numérique ne nous engloutisse tout entier. Ne laissons pas l'anonymat être sacrifié sur l'autel de la transparence. Défendons-le, car sans lui, tout ce que nous serons, est des silhouettes sous la lumière froide de l'œil numérique. Et lorsque tout est vu, tout est jugé, tout est contrôlé, il ne reste plus que des fantômes. Je vous remercie. Chère audience, après tant d'excellents discours, voici venu le dernier. Dernier discours, dernier effort, et peut-être aussi dernier acte, ou enfin masque et jugement tout. Alors permettez-moi de vous retenir encore un instant. Le masque, symbole universel. Il intrigue autant qu'il protège. Dans le théâtre antique, il offrit une identité à l'acteur. Dans les carnavals, il libérait des contraintes sociales. Mais aujourd'hui, un autre masque a émergé, bien plus insidieux. Vous l'aurez bien compris, celui de l'anonymat en ligne. Oscar Wilde disait « C'est lorsqu'il parle en son nom que l'homme est le moins lui-même. Donnez-lui un masque, il vous dira la vérité. » La question se pose, doit-on supprimer le droit à l'anonymat sur Internet? Mes deux camarades m'ont très bien répondu, mais permettez-moi de revenir sur la thèse. L'anonymat, arme ou armure, bouclier ou épée, il protège les faibles, dit-on. Il a été l'allié des peuples révoltés, des esprits opprimés. Derrière leurs écrans, ils ont créé des vérités que leur bouche n'aurait jamais osé prononcer. Il délie les langues et brise les chaînes, oui, mais il déchaîne aussi les instincts les plus sombres. Car derrière lui, il y a l'ombre. L'ombre où les mots blessent, où les coups pleuvent, où les responsabilités s'effacent. Ce masque, ce droit à l'anonymat, est au cœur d'un débat qui dépasse les simples questions techniques. Il nous interroge par rapport à la liberté, à la justice et à autrui. Car derrière chaque écran se trouve une humanité, une personne, une vie. Alors la question se pose, faut-il retirer ce masque? Je vous répondrai par oui aujourd'hui, car l'anonymat blesse. Regardez vos mains. Elles semblent inoffensives, n'est-ce pas? Et pourtant, les doigts de certains glissent sur les téléphones comme sur la gâchette d'une arme. Chaque mot tapé, chaque message envoyé, chaque pression sur une touche est un tir, une détonation. C'est simple, non? Quelques secondes suffisent. À chaque notification, une nouvelle rafale. Arme ou téléphone, dans les deux cas, les dégâts sont irréversibles. Une réputation brisée, une confiance anéantie et une vie marquée à jamais. Ces écrits qui vous grisent, amaigrissent, vos sourires se ternissent, ces écrits qui décrivent des cris et vous laissent sans voix. On vise sans voir, on tire sans penser, on détruit sans culpabilité, en laissant aux victimes le choc de chaque attaque. Car oui, accepter l'anonymat en ligne sans limite, c'est permettre à cette violence de prospérer. Mais si chaque mot portait un visage, si chaque acte était rattaché à un mot, peut-être que ce flot de haine se t'arriverait. Car tout ce que tu touches, tu le détruis. Derrière ce masque, il n'y a pas que des mots de haine. Il y a aussi des mensonges, des manipulations. Et c'est là que le masque devient un brouillard. Un brouillard qui nous frappe de cécité. Un brouillard qui nous voile notre capacité à distinguer le vrai du faux. Car l'anonymat ment. Internet était un rêve, celui d'un espace de partage, de vérité. Mais ce rêve a vite été envahi par un brouillard.
un brouillard dense et toxique, celui de la désinformation. Comme un virus, elle s'implante dans nos vies. Chaque jour, des milliers de fausses nouvelles intoxiquent la toile. Elles sèment la confusion, alimentent nos peurs et parfois même modifient le cours de l'histoire. Ce virus n'est pas qu'un simple désagrément. Elle attaque le cœur même de notre démocratie. Comment débattre, comment voter, comment décider lorsque la vérité elle-même s'avère infectée. Un tweet anonyme, une vidéo truc et un article bidonné. Et soudain, une élection bascule, la foule s'embrase, la société se divise et la violence éclate. Nous vivons à l'ère de la post-vérité, où l'ombre du doute plane sur chaque information. Et tout cela grâce à ce masque. Alors pouvons-nous continuer à offrir un masque à ceux qui se cachent pour tromper, mentir, détruire? L'anonymat tel que nous le connaissons aujourd'hui n'est pas une liberté, c'est une arme. Mesdames et messieurs, est-ce là la liberté que nous voulons protéger? Une liberté qui sème la confusion, une liberté qui nous plonge dans le chaos. Car derrière ce masque se cachent aussi des actes bien plus sombres, qui ne relèvent plus seulement de la parole, mais de l'action. Car l'anonymat détruit. Habilement utilisé pour contourner la loi, derrière l'anonymat se cachent des criminels. Imaginez un instant. Un réseau de propagande qui recrute des jeunes vulnérables. Un pirate informatique qui vole vos données personnelles. Un extrémiste qui prépare un acte de terreur. Tous protégés, encore une fois, par ce même masque. Ce qui, dans le monde réel, serait sanctionné, prospère dans l'ombre d'Internet. Nous avons tous déjà lu que tous les animaux sont égaux, mais certains animaux plus égaux que d'autres. N'est-il pas annonciateur d'une belle dystopie? Internet n'est pas un monde à part. Il est une extension de notre réalité. Et cette réalité ne peut exister sans justice. Alors que faire? Arracher le masque? Supprimer l'anonymat? Pas totalement, pas aveuglément, ce serait trahir les idéaux mêmes que nous défendons. Je ne parle pas ici d'enlever toute protection, mais d'enlever ce masque lorsque le bien commun est en jeu. D'assumer nos paroles, nos actes et de comprendre que ce droit n'a de sens que lorsqu'il est limité. Ce masque numérique est un outil puissant et dangereux, un outil qui, sans contrôle, nous dévore. Dans cette jungle numérique, osons fixer des règles, osons imposer des limites et osons croire en une communauté. Une communauté où la lumière triomphe de l'ombre, où la vérité triomphe du mensonge, mais où surtout l'humanité triomphe des spectres. Merci. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de ce concours d'éloquence et quel moment intense nous venons de vivre. Cet après-midi, nous avons vu des esprits s'affronter, non pas avec des armes, mais avec des mots, des idées et des convictions. Chacun des orateurs a su, à sa manière, nous émouvoir, nous faire réfléchir et même parfois nous faire rire. Avant de conclure, permettez-moi d'adresser mes plus sincères remerciements à celles et ceux sans qui cet événement n'aurait pas pu exister. D'abord, un immense merci à nos jurys qui ont eu la lourde tâche d'évaluer des prestations de grande qualité. Votre bienveillance, votre écoute et votre exigence ont donné à cette compétition toute sa légitimité. Merci également à Châteauroux Métropole qui nous offre ce cadre privilégié pour célébrer cet art oratoire. Votre soutien à ce concours témoigne de votre engagement en faveur de la culture et de la jeunesse. Et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Enfin, bravo et merci aux candidats. Vous avez relevé le défi avec brio. Vous avez osé prendre la parole, défendre nos idées et toucher notre public. Peu importe le résultat final, vous repartez avec une expérience unique et qui sait, peut-être l'envie de concourir d'autres tribunes. Sur ces mots, nous allons faire une courte pause afin de laisser les jurys pouvoir délibérer. Dans un premier temps, nous souhaitions, à titre universel, pour l'avoir pensé toutes les trois, vous féliciter pour le courage dont vous avez fait preuve. Dans nos métiers, on sait que c'est un métier déjà, que nous apprenons à nous lever, à prendre la parole et à construire un argumentaire pour convaincre notre public. Des fois on rate.
Donc nous voulons, au regard de vos jeunes âges et de vos jeunes parcours, vous féliciter pour ce que vous avez pu nous proposer aujourd'hui. On a été assez impressionnés par la qualité de certaines et de tous, de toutes vos prestations. Félicitations pour tout ça, vous pouvez être fiers de vous dans tous les cas. Et nous avons vu que certains d'entre vous, la majorité, étaient en licence de droit. Peut-être certains souhaitent devenir soit avocat, soit magistrat, en tout cas venir travailler dans une juridiction. Et nous aurons, avec plaisir, peut-être dans plusieurs années, à vous recroiser et à échanger de manière vive, surtout si vous choisissez la fonction d'avocat, sur certains sujets qui, je n'en doute pas, seront extrêmement intéressants. Donc voilà, bravo à tous et vous avez tous les félicitations du jury. Alors le choix était difficile, mais il a fallu départager. Et donc les deux gagnants de ce concours d'éloquence sont Manan Ipitsam. Et Touron Valentin. Et nous décernons le prix du jury à Manoukian Anaïs. Je suis personnellement une ancienne étudiante de licence d'études supérieures de Châteauroux, donc voilà, c'est encore plus d'émotion pour moi que de faire partie de ce jury. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite.